je m'appelle Kevin Fortini, je travaille pour l'UCEP des Alpes de Haute-Provence. Et aujourd'hui, on est venu rencontrer une association, Basses-Alpes 3945, qui parle de la résistance dans les Basses-Alpes, car on a en fait un projet commun qui est de faire une randonnée sur les pas des maquisards, c'est le nom de la randonnée, sur la commune de Bayon, le 2 février 2011. Nous sommes avec Madame Thérèse Dumont de l'association, ainsi qu'un de ses collègues qui est aussi à l'association, Marcel Pout, qui était résistant sur le maquis de Bayon. Alors, en deux mots, les grandes lignes de la résistance dans les Basses-Alpes, bon, c'était un peu comme partout, si j'ose dire. Après la défaite incompréhensible de mai-juin 1940, défaite militaire et défaite politique, évidemment, les Français partout étaient complètement déboussolés. Et ici, il se trouve qu'ils n'ont pas connu l'occupation allemande tout de suite, contrairement à ce que moi j'ai vécu dans le Nord-Pas-de-Calais, où ils sont arrivés en mai 40 et ils sont restés jusqu'à la libération. Donc on a dû les subir pendant 4 ans. Alors, les grandes lignes de la résistance, quand on parle de la résistance dans les Basses-Alpes, on pense tout de suite à maquis, naturellement, les maquis qui ont démarré assez vite, parce que les jeunes gens qui ne voulaient pas aller travailler en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, imposé par le gouvernement de Vichy, eh bien, n'avait qu'une solution, c'était se cacher. Donc, ils venaient des villes, hein, généralement les premiers de la côte, hein, Marseille, La Ciotat, etc. Après, on est venu un peu partout. On se demande même comment ils atterrissaient ici. Il y avait des Parisiens, il y avait des Bretons. Bon. Donc, les maquis ont pris de l'extension au cours de 1944. Ils se sont créés, les premiers, c'était du côté du Contadour au printemps 1943. Ils avaient été installés là par Louis Martin-Bray, qu'il faut toujours citer, qui était le créateur de la résistance, l'animateur de la résistance dans les Basses-Alpes, qui habitait Manosque. Et donc les maquis, après il y avait donc les parachutages, parce qu'après il a fallu organiser les maquis, c'est-à-dire encadrer tous ces jeunes qui arrivaient, la plupart sans formation militaire. Donc il fallait trouver l'encadrement, et puis après, ils n'étaient pas là en vacances, il a fallu en faire des combattants. Alors pour ça, il fallait des armes. Alors, d'où la mise en place des réseaux de parachutage, dont un qui est bien connu par ici, c'est la SAP, ça veut dire section atterrissage parachutage, que dirigeait dans le département le poète René Char, qui habitait Céreste à l'époque. Bon. Donc voilà grosso modo les grandes lignes jusqu'à la libération. Mais bon, pour nous c'est quand même important, la mémoire c'est ça aussi, ne pas oublier. Aujourd'hui, on voudrait que les jeunes générations sachent que beaucoup de personnes, de tous âges, hein, comme vous voyez, eh bien, ont souffert à ce moment-là, ou se sont battus, d'abord même ceux qui s'en sont bien tirés, mais pour qu'on soit libre aujourd'hui, pour que les enfants d'aujourd'hui soient libres dans un pays libre. Donc ça, il faut qu'ils le sachent, parce que dans les livres d'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. Et comme on est les derniers témoins, bon ben nous, on est toujours volontaires, on ne demande que ça. On est allé dans un collège il n'y a pas longtemps, tout à l'heure il y a encore une dame qui va venir. Bon, parce qu'on pense que c'est notre devoir, parce que nous on a eu la chance d'en sortir vivant. Voilà. Voilà. Merci. Alors en ce qui me concerne, je m'appelle Marcel Pout, je suis né à Sisteron en 1923. Jusqu'à l'âge de 20 ans, comme tous les jeunes de l'époque, je suis allé au lycée, puis de lycée, comme j'étais un trop bon élève, je me suis arrêté, je suis rentré comme employé dans une banque 2 ans avant d'être appelé au chantier de jeunesse, le 14 juillet 1943. Un petit mot, les chantiers de jeunesse, c'est une façon détournée de continuer l'armée, puisque c'était devenu un service paramilitaire sans armes, de 8 mois, obligatoire pour tous les jeunes. Au bout de 3 mois dans cette unité, nous apprenons, on nous habille d'abord tout de neuf, tout beau, tout magnifique, et on nous apprend que nous partons pour une destination inconnue. Alors, moi, avec mon tempérament, peut-être anticonformiste,
j'ai rien trouvé de mieux que de déserter, de m'évader, comme on m'a dit sur mon livret militaire, pour entrer dans la clandestinité. Alors je savais, parce que j'avais un oncle qui était communiste, je savais qu'il y avait un embryon de constitution, de résistance, de maquis qui était en cours de constitution. Et on m'a placé en attendant dans une ferme dans laquelle j'ai passé tout l'hiver de 1943, en attendant que le maquis, tout au moins l'unité, se constitue convenablement et commence à avoir de l'activité sur les Allemands. Ce noyau était composé par quelques camarades communistes à l'époque, dans le village de Thèse. Et ils n'avaient aucune activité, ils étaient 7 ou 8, mais c'était des gens qui étaient chez eux, c'était des paysans bien entendu, sauf celui qui deviendra le chef qui s'appelait Beck Ivan, un ancien international de football, qui a pris la tête de cette unité et qui se faisait appeler Tito. Quand nous nous sommes regroupés le 6 juin 1944, il y a l'appel du général de Gaulle, au moment du débarquement en Normandie, il y a eu un appel de soulèvement de la jeunesse en France. Nous nous sommes réunis, réunis une grosse centaine au-dessus de Sisteron, dans la vallée de Saint-Geniès-au-Thon. Et là, devant l'affluence, on nous a séparés en 2 groupes. Il y a eu d'un côté les FTP et de l'autre côté l'armée secrète. Ça s'est fait comme ça. On a dit, ce paquet de gauche part d'un côté, ce paquet de droite va à l'autre, etc. Et là, moi, je me suis trouvé dans la constitution du maquis à Thèse, c'est-à-dire la constitution des 12e et 17e compagnies de FTP. Pendant quelque temps, nous sommes restés sur cette rive gauche de la Durance et nous faisions des coups de main sur la rive droite, sur la nationale 85 à l'époque. Et bien entendu, on contrôlait la route, pas en permanence, mais assez souvent, parce qu'on se relayait. On avait un endroit qui était bien situé, ce qu'on appelle le trou de Bénon, c'est-à-dire que la route descend dans la vallée pour remonter de côté, ce qui fait qu'à l'époque, les véhicules n'étaient pas rapides et puissants, et c'était un bon endroit pour faire des embuscades. On a passé souvent des nuits pour rien et des journées à sécher au soleil pour rien, parce qu'il ne passait pas, ou bien alors, soit on arrivait à intercepter un véhicule de ravitaillement, c'est-à-dire de la farine ou de l'essence, qui était très important pour nous. Voilà. Les principales actions que nous avons menées à ce moment-là, c'était d'abord, outre ces petites embuscades, mais surtout essayer de neutraliser l'usine de Bénon, l'usine hydroélectrique qui alimentait l'usine de Saint-Auban. Alors, nous l'avons attaqué en 2 fois, parce que la première fois on avait voulu saboter l'arrivée d'eau qui alimentait l'usine, mais ça n'a pas bien fonctionné, le pont-canal ne s'est pas écroulé comme on le voulait, autrement dit, c'était un coup dans l'eau. Et nous sommes retournés quelques jours après, nous avons ligoté les ouvriers de l'usine, et puis nous avons fait sauter les turbines, ce qui fait qu'on a, en somme, empêché l'usine de Saint-Auban, l'usine Péchinet, qui travaillait pour les Allemands. Il faisait quoi? De l'aluminium. Fabriquer de l'aluminium. Oui, il y avait toutes sortes de trucs. Pour l'usine de guerre, quoi. Voilà. Ensuite, au bout de quelque temps, il fallait un peu déménager, et c'est là que nous sommes allés à Bayonne. Bayonne se trouve sur la vallée du Sas, qui est un affluent de la Durance. Et au village de Bayonne, à la sortie nord du village de Bayonne, nous nous sommes installés sur les montagnes, et si vous verrez sur les cartes, en partant du village de Bayonne, on monte à travers rejoindre comme un village qui s'appelle Aspouet. Mais c'est sur les 2 versants de ce torrent. D'un côté, c'est du côté est, ça s'appelle Tramalot, et du côté ouest, ça s'appelle Tavalon. Et la répartition du maquis s'est faite sur les 2 versants, abrités dans des bergeries. À l'époque, notre département était très rural, il y avait beaucoup de fermes et beaucoup d'élevage de moutons. Et là, nous avons pris la place des moutons dans les écuries. Voilà comment ça s'est passé. Nous étions à Bayonne, nous avons continué à faire des raids sur Sisteron, sur la nationale. Puis un beau jour,
nous avons été informés par les courriers féminins, c'était des jeunes filles qui portaient les courriers. On nous fait prévenir, par la ville de Sisteron, on nous fait prévenir que les Allemands sortent de la citadelle où sont internés des prisonniers politiques, sortent de la citadelle pour aller faire attaquer un maquis quelque part. On a dit, c'est une bonne occasion, on va essayer par la ruse, de pénétrer dans la citadelle et de délivrer ces gens-là. Nos chefs montent toute une opération, voilà, et nous sommes, il y avait 4 groupes, un groupe au nord de protection, un groupe au sud de protection, un autre groupe qui était en renfort qui est dans la ville, un groupe plus modeste dont je faisais partie parce que j'étais un vieux cisteronnais et je connaissais tous les méandres de la citadelle. Nous avions comme mission de forcer la porte à la citadelle. Mais la porte, pour être ouverte, il fallait trouver une ruse. La ruse, c'était imaginer que nous apportions un nouveau prisonnier à la citadelle. Autrement dit, ils étaient 5, un prisonnier, 2 faux gendarmes et 2 faux gardiens de la citadelle. En uniforme, bien entendu. Et à la citadelle, ils se sont présentés, à la sentinelle, ils ont ouvert, et au moment où ils ont ouvert la porte, notre groupe à nous étions une quinzaine, on s'est engouffré là-dedans, on a surpris les Allemands qui étaient au petit jour, le matin, là, au réveil, et ils n'ont pas eu le temps de réagir, et ce qui fait qu'on a investi la citadelle, et heureusement pour nous, il n'y avait que 11 Allemands qui défendaient la citadelle. Ils n'ont pas fait le poids, ils ont été maîtrisés aussi rapidement. Voilà. Du coup, le maquis, je ne sais pas comment, mais ils étaient prévenus, mais nous on a su qu'ils arrivaient du nord et du sud, et nous avons évacué le lieu le plus rapidement possible. J'abrège pour voir que ce soit trop long. Et nous sommes repartis à Bayonne. À la suite de ça, naturellement, quand les Allemands ont pris des otages à Sisteron et ont demandé à des personnes de notabilité de rencontrer la résistance et pour nous demander de libérer les prisonniers allemands. Alors nous autres, nous savions que nous étions en mauvaise posture et qu'ils allaient venir les chercher si on ne les donnait pas. On a essayé enfin, quand je dis nous, je parle au nom des chefs, si vous voulez. Et ils ont essayé de gagner du temps en disant, mais oui, mais les prisonniers, nous ne les avons pas dans notre camp, puisqu'on les a déplacés. Nous faut donner un peu du temps, le temps de les contacter, pour pouvoir les faire revenir. Les Allemands n'ont pas mordu à la moisson. Dans la même soirée, ils ont attaqué le camp. Et autrement dit, le camp qui avait commencé à déménager n'avait qu'un seul car pour partir et mener ces gens-là, les replier sur la vallée de Seine-les-Alpes. Le soir, ils ont fait un premier voyage. Pour revenir dans la soirée, impossible de passer parce que les Allemands étaient déjà en route. Automatiquement, il s'est trouvé que, si vous verrez sur la carte, à la sortie de Bayonne, à l'endroit où on prend le chemin pour monter à Tramallo, eh bien, étaient là les Allemands prisonniers, avec le groupe de protection du maquis. Ils attendaient le car de retour, comme ils ne venaient pas. Et alors, vous savez que les communications, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de radio, on n'avait rien à ce moment-là. Ils sont restés là, ils disent ben, on va coucher sur place, on ne va pas remonter dans les bergeries, c'est pas la peine. Surtout que c'était en plein été, au mois de juillet, le 26 juillet exactement. Ils sont restés là. Et naturellement, comme les Allemands sont arrivés à la pointe du jour, les premières victimes, ce sont ceux qui étaient là au bord de la route, si on peut dire. Voilà, et ça, vous le verrez quand nous ferons la promenade, vous montrerez l'endroit. Et voilà, et à partir de là, les Allemands ont récupéré leurs 11 prisonniers qui partaient avec les résistants. On voulait les enlever de devant. Eux, on se sont sauvés avec les troupes, mais nous avons eu 23 tués à ce moment-là. Nous autres, automatiquement, que ce soit ceux de Tavannon, ceux de Tramallo, il y a eu la dispersion par petits groupes, 1, 2, 3 ensemble maximum. On s'est débrouillé de passer à travers. Alors nous étions naturellement tous dispersés par groupe de 2 ou de 3 pour essayer de passer à travers. C'est ce qui s'est passé. Finalement, le maquis a été complètement désorganisé.
il nous a fallu environ une quinzaine de jours pour qu'on se retrouve tous et qu'on se retrouve pour redescendre à ce moment-là, il y a le 15 août, il y a eu le bombardement en Méditerranée, le débarquement en Méditerranée, et nous sommes redescendus alors sur la ville de Sisteron, qui avait été bombardée, et là il y a eu de gros dégâts bombardés par l'aviation américaine. Hein. Voilà. Et nous, le maquis, on a essayé de demander aux Allemands de se rendre, ils ont refusé, ils sont restés enfermés dans la citadelle. Et dans la nuit du 18 au 19, c'est-à-dire que la nuit où les bombardements cessaient, parce que dans le plan de débarquement, il était prévu de bombarder tous les ponts et les routes et toute circulation jusqu'au 18 au soir. Et le 18 au soir, le pont de Vologne et de Châtellon n'ayant pas été attaqué, moi j'ai reçu mission d'aller faire sauter le pont de Vologne de Châteauneuf, ce que j'ai fait dans la nuit du 18 au 19. Et les Allemands, dans la même nuit, ont quitté la citadelle de Sisteron et essayé de se replier sur Digne pour se regrouper, pour faire soi-disant un front ou tout au moins opposition au débarquement. Ce qui fait qu'ils sont arrivés à Châteauneuf, ils n'ont pas pu traverser la Durance. La Durance n'était pas comme maintenant canalisée, un petit torrent, c'était j'allais dire un fleuve presque, un gros débit, c'était impossible de le traverser. Automatiquement, ils sont restés à Châteauneuf, et le 19 au matin, les troupes alliées arrivaient et ont pris des Allemands, se sont rendus aux troupes alliées. Voilà, c'est en gros le principe du maquis. Et c'est là que je me suis engagé pour la durée de la guerre, et j'ai fait continuer la guerre jusqu'au 30 décembre 1945 avec des troupes marocaines qui avaient débarqué en Méditerranée. Voilà mon périple. Maintenant, si vous voulez des précisions, je suis tout à fait disposé à vous donner tous les renseignements que vous voudrez dans la mesure du possible, bien entendu.